Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anthony Dos Santos, responsable de l'animation du marché transmission d'entreprise chez BPI France. On a lancé le plan stratégique cette année. Et j'ai le plaisir de co-animer à vos côtés aujourd'hui un atelier sur un nouveau modèle de reprise d'entreprise. Un modèle de reprise assimilable plutôt à du MBI, avec une reprise par un individu, personne physique, et non, à ne pas confondre avec du private equity, donc malgré le nom qui peut porter à confusion. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ariane Olive, avocat associé du cabinet Spark et spécialiste des sujets de transmission d'entreprise et de LBO. Et donc aujourd'hui, dans cette masterclass, on reviendra sur les principes fondamentaux du Search Fund. On le comparera également au modèle un peu plus classique. Alors, il faut mettre des écouteurs et scanner juste à côté le QR code. Donc on reviendra sur ce modèle et qu'on comparera au modèle de private equity plus classique. Et enfin, on dressera le premier bilan de ce modèle du Search Fund en France et puis plus globalement en Europe. Puis on terminera par un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc on vous laissera 5 minutes pour que vous puissiez nous adresser vos questions. Ariane, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Search Fund du coup, à qui il s'adresse et en quoi il vient compléter finalement le continuum de reprise un peu plus classique? Avec plaisir Anthony, merci à toi pour cette invitation et bonjour à tous. Alors merci d'avoir eu le courage de venir parler, écouter des choses sur le Search Fund qui, comme son nom l'indique, n'est pas du tout une histoire de fonds d'investissement. Voilà, ça sonne très, très anglo-saxon, très fond, mais c'est pas du tout ça. En fait, le Search Fund, c'est un modèle qui a été créé il y a assez longtemps désormais, quasiment 35 ans aux États-Unis, et qui a été créé pour pallier ce que les Américains ont considéré comme étant un manque sur le marché, à savoir le fait qu'on avait tout un tas de jeunes employés, de jeunes salariés, qui potentiellement pouvaient devenir de très bons CEO, reprendre des sociétés, créer de la valeur par ce biais, mais qui n'avaient pas les moyens de le faire. Premièrement, parce que les études sont extrêmement chères aux États-Unis et que donc ils sortent de leurs premières années de carrière avec souvent un certain nombre d'emprunts remboursés, mais aussi parce qu'évidemment, quand on pense reprise d'entreprise, on pense à une étape de sa vie qui est souvent un petit peu plus lointaine. Et d'ailleurs, en France, on en parlera tout à l'heure pour essayer de comparer avec ce qui se fait dans ce qu'on appelle le private equity plus classique. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude, nous qui accompagnons des repreneurs depuis 25 ans, de voir des repreneurs d'un âge en général un petit peu plus avancé. Donc originellement, voilà, c'est un modèle qui est fait pour des gens relativement jeunes et qui sortent d'un grand executive MBA. Mais ce modèle a été importé en Europe et d'ailleurs aujourd'hui partout dans le monde et il essaime dans beaucoup de pays du monde. Et en France, eh bien, il est constitué d'un écosystème d'investisseurs dont on parlera tout à l'heure. Mais le grand principe, si vous voulez, c'est que le Search Fund, c'est tout simplement une modalité de reprise d'entreprise par une personne individuelle qui va s'entourer non pas d'investisseurs classiques type fonds, mais d'investisseurs particuliers qui sont des gens d'abord qui connaissent ce modèle et qui sont des gens qui sont tous d'anciens entrepreneurs qui par conséquent sont en mesure d'évaluer le potentiel de futurs CEO que vous, impétrants, pouvez avoir, mais également en capacité de mentorer votre chemin de recherche qui va durer 2 ans tout au plus et qui, à l'issue de ces 2 ans, on l'espère, vous permettra d'acquérir une entreprise. Est-ce qu'on se parle tout de suite des cibles en général qu'on cherche en Search Fund? On cherche des cibles qui sont tous secteurs. Alors ça, on en reparlera aussi si vous voulez. Et n'hésitez pas, il y a, comme Anthony vous l'a dit, 5 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout à l'heure. Mais on est tous secteurs, ce qui n'est pas forcément évident sur les cadrages vis-à-vis des cédants, mais on en reparlera peut-être. Et on est sur des sociétés qui font minimum 1 million, 1,5 million d'EBITDA. Voilà, donc on est quand même sur des opérations qui sont déjà d'une certaine taille, hein, puisque en fonction des secteurs et des multiples applicables, vous voyez bien qu'on est sur des opérations grand minimum de 5 millions de valeur d'entreprise ou plus. Voilà. Donc ce n'est pas non plus des énormes opérations, ça reste du small cap tel qu'on le qualifie nous dans notre jargon, mais c'est quand même des opérations d'une certaine taille. Il faut que ce soit des entreprises qui aient intrinsèquement un business assez récurrent.
Voilà. Que ce soit contractuellement ou que ce soit un repeat business de clients extrêmement fidèles, avec des portefeuilles assez bien répartis, des portefeuilles de clients, un potentiel d'expansion à l'international. Et bien évidemment, comme toujours quand on achète une société de ces tailles-là, un potentiel de structuration, de processisation, si je puis dire, qui puisse ensuite créer de la valeur après avoir créé du frottement, puisque vous savez comme moi que quand on crée des process, en général, on crée d'abord du frottement. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller créer de la valeur comme ça. Merci Ariane. Donc du coup, on retient. Donc le profil du repreneur, c'est plutôt quand même des jeunes entre 30 et 40 ans. Exactement. Background académique plutôt costaud, premières expériences élitistes. Le profil des entreprises aussi, donc on cherche plutôt une belle endormie qu'une entreprise avec des multiples assez importants, donc des entreprises innovantes. Absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'est cadré juridiquement finalement ce principe du search fund ? Alors, c'est assez simple. Donc, si vous vous intéressez... Alors, je voudrais faire un petit modulo sur la partie de l'âge, puisque on est quand même dans un pays et dans une conjoncture dans laquelle on voit un certain nombre d'acteurs du search fund qui sont un peu plus souples, un peu plus flexibles sur ce jeunisme. Enfin, moi, ce que j'aime bien appeler... Enfin, j'aime bien ce que j'appelle un peu ce jeunisme. Et personnellement, je trouve que c'est très bien, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet parfois à avoir des entrepreneurs trop jeunes. Vous savez comme moi qu'un cédant de PME, c'est pas forcément quelqu'un qui va être tout à fait ouvert à découvrir des impétrants de 31 ans qui connaissent pas son secteur. Pardon, je suis un peu caricatural, mais on a peu de temps, donc c'est aussi pour les besoins de l'échange. Et donc, en dehors de ce point d'âge, une fois que vous avez décidé de vous lancer dans un search fund, donc il y a une communauté, hein, c'est un cercle assez fermé, pour être honnête, on en reparlera peut-être Anthony aussi. Mais voilà, il est assez simple sur LinkedIn d'aller rencontrer des searchers. Et ensuite, la communauté va vous ouvrir quelques noms d'investisseurs et vous pouvez commencer à aller rencontrer des investisseurs pour présenter votre profil et voir dans quelle mesure, bien évidemment, vous seriez en mesure de lever des fonds pour constituer un véhicule de search fund. Et le véhicule de search fund, c'est donc le véhicule au travers duquel, en général une société par action simplifiée, hein, tout simplement, une SAS toute basique, le véhicule au travers duquel, accompagné de vos investisseurs, il vous en faut entre 15 et 20 statistiquement en search fund, puisque ce modèle, il est basé en fait sur un entourage d'investisseurs, comme je vous l'ai dit, qui sont souvent d'anciens entrepreneurs, voire serial entrepreneurs, qui parfois se sont structurés d'ailleurs en fonds de fonds, donc ils peuvent finalement être des fonds, mais ils ne le sont devenus qu'après un passé entrepreneurial certain. Et eh bien, vous structurez cette société dans laquelle vous avez levé, si vous êtes un solo searcher, c'est-à-dire un searcher seul et non pas en équipe, environ 400 000 euros, on va dire. Bon, les budgets diffèrent évidemment d'un search fund à l'autre, mais c'est à peu près ça. Si vous êtes en duo, on va être plus aux environs des 550 000 euros de budget. Après, il y a plus, hein, donc il faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais c'est à peu près ce qu'on voit. Eh bien, avec ce véhicule, vous allez ensuite mener vos opérations de recherche et les fonds vont vous servir à vous payer d'abord, parce que du coup, ça vous permet de vous payer pendant cette phase de recherche, mais également, bien évidemment, à financer tous les frais de la recherche, donc toutes les démarches que vous devez faire auprès des cédants, les rencontres, les frais de transport, les stagiaires, les locaux, etc., etc. Est-ce que ce véhicule, il a une durée qui est déterminée ? Oui, alors le véhicule, comme je vous le disais, comme le modèle est basé sur une durée moyenne de reprise et que l'épure du modèle d'origine, c'est 24 mois, on a un véhicule donc, qui n'est pas constitué pour 24 mois, c'est-à-dire que statutairement, c'est bien une société qui peut avoir jusqu'à 99 ans, comme vous le savez, on le fait souvent dans les statuts. En revanche, dans le pacte d'actionnaires, eh bien, on précise bien que la recherche, elle, s'étend sur une période de 2. Il peut y avoir une reconduction sur une 3e année, parce qu'on part du principe que si au bout de la 2e année, vous avez été extrêmement économe dans la gestion de votre budget, que vous avez encore des fonds et que vous êtes en train de rédiger une lettre d'intention parce qu'il y a enfin, si je puis dire, un dossier qui vous convient et sur lequel vous pourriez vous positionner, ce serait dommage, bien évidemment, d'interrompre comme un coup près le sujet, alors que vous êtes tout à fait à même de poursuivre l'opération. Voilà. Il se trouve qu'en pratique, mais c'est un autre sujet et qui peut s'extrapoler d'ailleurs à la reprise d'entreprise par des personnes physiques de façon plus large, hein, puisqu'encore une fois, ça n'est qu'une modalité. Donc on est sur les mêmes marchés et du coup, qu'on soit un searcher ou un repreneur individuel qu'on appelle souvent MBiste, on est sur les mêmes marchés. Les durées de recherche s'allongent, donc 24 mois, ça peut ne pas être du luxe, quoi. Et on a déjà vu des searchers, mais encore une fois, comme d'autres repreneurs, dépasser ce délai, ce temps de recherche.
Et tu en as parlé un petit peu juste avant, c'est un écosystème d'investisseurs qui est très serré, parce qu'on parle d'anciens entrepreneurs. Du coup, est-ce que c'est des investisseurs qui créent tous des search funds différents, ou est-ce que c'est un marché qui est organisé avec des fonds de fonds aujourd'hui? Alors on a tout, on a des individuels, on a des gens qui se sont structurés en fonds de fonds, on en a qui ont un fonds, deux fonds, trois fonds. C'est une communauté qui est très internationale, avec évidemment pour nous en France un tropisme très européen. Donc si vous montez un search fund en France, vous allez avoir des investisseurs espagnols, anglais, belges, suisses, italiens, voilà. L'Espagne et l'Italie sont vraiment des pays très tractants du modèle, principalement l'Espagne d'ailleurs, qui est d'ailleurs celle qui, par une de ses écoles, a vraiment importé le modèle en Europe et qui a très très largement contribué et qui aujourd'hui encore contribue très très largement au développement du modèle en Europe. Mais on a aussi des pays comme le UK, l'Allemagne qui sont très très dynamiques. Donc il y a une communauté de searchers, une communauté européenne aussi de searchers, et les tables de capitalisation, c'est-à-dire la composition en fait de vos investisseurs, va tout à fait pouvoir inclure des investisseurs qui ne seront pas forcément franco-français. En France, on est peut-être d'ailleurs un des pays les moins développés pour l'instant sur la structuration des investisseurs. La structuration a commencé l'année dernière, on voit tout ça d'un œil très positif, les searchers comme les investisseurs, comme nous accompagnants. Parce que ça vous permet d'avoir des accès un peu plus simples, vous, dans une certaine mesure, au financement de cette période de recherche. Et puis ensuite, on l'espère bien évidemment de votre acquisition, mais aussi parce que ça permet du coup aux investisseurs étrangers, même européens, de se reposer un peu, si vous voulez, sur des piliers locaux, sur des piliers français, ce qui fait du sens, comme souvent dans des deals. Même si en search fund, on se défend d'avoir des investisseurs leaders, de fait, en pratique, bien évidemment, on retrouve un petit peu ce type de schéma. Merci Ariane. Tu as commencé à en parler. On comprend qu'on est quand même sur un modèle différent du private equity dans le sens où aujourd'hui, les investisseurs dans le search fund ils misent sur un repreneur, sur un profil, pas sur une entreprise. Est-ce que tu peux approfondir ce point sur les différences avec le modèle plus classique du private equity, et est-ce que les investisseurs sont obligés de suivre le repreneur dans l'entrée au capital de la cible qui aura été trouvée? Alors déjà, sur les différences de modèles, peut-être poursuivre la description du modèle du search fund, parce que c'est vrai que 45 minutes, ça peut paraître long, mais c'est assez court parce qu'il y a quand même pas mal de caractéristiques. Si le modèle s'adresse à des jeunes, c'est parce que je finance leur recherche, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin pas moi Ariane, mais le modèle. Mais c'est également parce que le modèle vous permet en tant que repreneur de ne pas investir en fonds propres, en tout cas dans l'épure du modèle, de ne pas investir en fonds propres dans le cadre du tour de financement que vous rassemblez pour acquérir la société que vous avez identifiée, pour laquelle vous avez réussi votre opération de séduction d'un cédant, et pour laquelle ensuite vous allez aller jusqu'au closing de l'opération, c'est-à-dire jusqu'au transfert de propriété des titres. Donc, ne pas investir en fonds propres, vous le voyez, c'est déjà évidemment une énorme différence avec ce que vous connaissez d'une acquisition classique d'entreprise que vous réaliseriez seul avec une banque ou seul avec une banque et un fonds d'investissement. D'accord ? Ou à plusieurs associés, mais je prends exprès le cas peut-être le plus difficile, on va dire, ou le plus sensible. Voilà. Autre point, c'est que lorsque vous investissez, par exemple, aux côtés d'un fonds d'investissement pour racheter une société, même une petite société, je ne vous parle pas d'un truc en dizaines de millions, hein, même une société de 3, 4, 5 millions d'euros de valeur d'entreprise, eh bien, il arrive qu'en plus de ce que vous investissez en fonds propres, le fonds puisse discuter avec vous de ce qu'on appelle un management package. C'est certainement une expression dont vous avez déjà croisé l'occurrence. Et c'est ce qui vous permet, en quelque sorte, de transformer votre sueur et votre succès futur en des points complémentaires, si je puis dire, dans le capital de la société. Donc, en des quotités complémentaires de participation au capital de la société. Ces management packages, jamais ils n'égalent dans les schémas classiques ce que nous trouvons en search fund, puisque en search fund,
le modèle donc américain est extrêmement normé, hein, comme je vous l'ai dit, il est normé sur le type de candidat, il est normé sur le type de cible, il est normé sur le temps de recherche, il est normé également sur l'absence de fonds propres investis par le repreneur, et il est normé aussi sur ce qu'on va offrir au repreneur pour le féliciter, entre guillemets, à la fois de son accession à l'acquisition, à la fois de la qualité de son CEO-ship, hein, de sa position de CEO, et à la fois pour le remercier in fine du succès de sa sortie. Ce qui fait que le modèle est en 3 tranches. La tranche 1 qui vous donne une quotité de capital dans l'absolu sans avoir rien investi à l'acquisition. Puis une quotité de capital au bout de 4 ans. D'accord ? Pourquoi 4 ans ? Vous allez me dire, j'ai envie de dire pourquoi pas. L'idée étant que si pendant 4 ans, vous avez fourni un job qui paraissait correct, si je puis dire, voire bon, voire excellent à votre board, c'est que vous êtes fait pour ça et que donc on peut vous sacrer, si je puis dire, CEO en cours. Donc une deuxième quotité de capital à l'issue de ces 4 ans. Et enfin une troisième tranche qui donc, elle, vous est allouée en fonction de votre performance de sortie. Et par exemple, sur ce qu'on appelle solo search, c'est-à-dire un uni-searcher, eh bien, vous avez en réalité 25% qui sont divisés en 8,33% par tranche. Personne dans le monde classique ne vous donnerait 25% d'une boîte gratuitement. D'accord ? Alors, vous allez dire, mais c'est pas gratuit, je fais le boulot. Oui, bien sûr, mais vous êtes payé en parallèle, bien évidemment, pour vos fonctions de CEO. Et donc, vous voyez bien que la rémunération en titre est tout à fait anormale, entre guillemets, ou extraordinaire, on va le dire plutôt comme ça, par rapport à ce qui se fait dans le private equity classique. Tu as parlé de la sortie, justement. Est-ce que, finalement, en Search Fund, on évoque aussi une clause de liquidité quand on reprend en Search Fund et on a une partie de la réponse, mais quel avantage ça offre aussi aux repreneurs dans la négociation et dans la discussion avec le cédant par rapport à une reprise à un fonds? Alors, la liquidité, c'est pas un mot qui est très présent dans le modèle du search fund. Évidemment, à la fin de la journée, tout le monde veut récupérer ses fonds, avoir fait une super plus-value et redistribuer à ses souscripteurs si c'est un fonds ou tout simplement encaisser la plus-value si c'est une structure plus individuelle ou plus légère. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant dans ce modèle, c'est que contrairement à un fonds classique, qui, vous le savez, a des échéances, hein, ne serait-ce que parce que le fonds lui-même peut avoir ce qu'on appelle une date de maturité, une maturité, eh bien là, en principe, sur le principe, il n'y a pas de durée couperée une fois que vous avez acquis. C'est-à-dire que quand on fait un LBO classique, on sait c'est 5-7 ans. Okay, et au bout de cette durée-là, on est censé sortir. Et si on ne sort pas, c'est plutôt qu'il y a un petit problème. Alors après, on peut très bien, nous, en tant que dirigeants, décider de rester, trouver des modalités qui, à la sortie, vont nous permettre en réalité de rester. Mais le fait est que notre partenaire, notre accompagnateur, si je puis dire, lui, il va devoir sortir. En Search Fund, on n'a pas cette logique. Et d'ailleurs, ce qui a été constaté aux États-Unis sur plusieurs décennies, évidemment, on n'a pas du tout ce recul en France. J'aurais dû quand même commencer par vous dire que le modèle, il est arrivé en France en 2007. D'accord ? On a fait la première acquisition Search Fund en 2008. Et depuis 2008... je ne sais plus si après tu voulais qu'on parle des statistiques. Je suis peut-être en train de manger un peu la question suivante, mais c'est pas grave. Depuis 2008, pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu environ 35-37 search funds créés et 15 acquisitions environ, c'est peut-être 16 ou 17 maintenant, qui ont été réalisées en France. Donc vous voyez, c'est rien du tout. C'est encore extrêmement intime, intimiste, embryonnaire. Hein. On parle de chiffres qui sont vraiment extrêmement minimes. Donc, tout ça pour vous dire que sur cette partie-là, on n'a pas d'échéance de sortie. Voilà. Donc, on a des search funds dans lesquels on a intégré des clauses de liquidité à l'acquisition. Mais honnêtement, ce n'est pas l'épure du modèle. Le modèle, c'est que si vous performez plus sur 10 ou 15 ans, eh bien, vos investisseurs, sur le principe, doivent pouvoir vous suivre. Et d'ailleurs, encore une fois, les statistiques aux États-Unis montrent qu'il y a eu beaucoup de très, très gros succès sur des durées très, très, très longues. Merci. Là, on est dans le cas où les investisseurs donc, rentrent au capital avec le repreneur. Dans le cas où ils décident de ne pas rentrer, comment est-ce qu'ils se rémunèrent finalement, ces investisseurs ? Pardon. Alors, oui, vous avez un certain nombre d'investisseurs quand vous lancez votre véhicule de recherche. Je vous l'ai dit, entre 15 et 20. Et la question, c'est
tous ces gens-là, normalement, vont me servir à financer l'acquisition de la cible que j'aurai identifiée, trouvée, pour laquelle, encore une fois, j'aurai séduit le cédant, etc. Est-ce qu'ils ont l'obligation de le faire? La réponse est non. Un investisseur qui vous a suivi dans la recherche a utilisé ces 2 ans également pour valider le fait de savoir s'il avait envie de vous suivre dans vos aventures, si votre profil, votre personnalité, votre façon de faire lui convenait, mais également, bien évidemment, au moment où il investit à vos côtés pour la recherche, il ne sait pas du tout ce que vous allez trouver. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de cadrage en search fund. Contrairement à tout ce que vous entendez par ailleurs sur la reprise d'entreprise, il n'y a pas vraiment de cadrage. Donc, le jour où vous lui trouvez une cible et où vous êtes convaincu que c'est la bonne et où vous cherchez bien évidemment à convaincre l'intégralité de vos investisseurs, il n'est pas du tout impossible, et c'est d'ailleurs statistiquement toujours le cas. Donc, en fait, la probabilité est égale à 1. Enfin, en tout cas, pour l'instant, sur les dossiers qui se sont faits en France, mais pour échanger beaucoup aussi avec l'international, c'est pareil. Il y a toujours au moins un investisseur qui ne suivra pas, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'obligation pour les investisseurs de vous suivre. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Ça veut dire que dans ces cas-là, si vous avez ce qu'on appelle de l'equity gap, c'est-à-dire un trou de financement en fonds propres qu'il faut aller combler, eh bien, comme vous avez auparavant, au moment de votre levée de fonds, de votre roadshow, entre guillemets, rencontré tout un tas d'investisseurs de la communauté, qui s'en est peut-être créé d'autres dans l'intervalle, que d'autres ont peut-être émergé, eh bien, vous allez prioritairement aller voir d'autres investisseurs de la communauté pour combler ce trou de fonds propres qui est laissé potentiellement par un investisseur qui ne participe pas. Il y a un principe dont tu me parlais justement avant qu'on démarre cet atelier, c'était le principe du step-up. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est justement ? Oui, absolument. Donc, quand mon investisseur décide de ne pas me suivre, ou d'ailleurs s'il décide de me suivre, mais je vais vous parler du cas où il ne nous suit pas, parce que moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus étonné quand j'ai découvert le modèle. Je me suis dit, attends, quelqu'un investit à mes côtés pour chercher. Je trouve une super cible. Je fais le cas, là encore, extrêmement caricatural pour les besoins de notre échange. Je trouve une super cible. Qui match complètement les critères, 1,5 d'EBITDA, du recurring business, de la processisation, des possibilités d'extension à l'international, et il me dit j'investis pas. Bon, eh ben, il n'investit pas, c'est son choix et c'est son droit. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez dire, moi, j'ai dépensé l'argent qu'il m'avait donné pour faire ma recherche, parce qu'admettons, toujours cas évidemment caricatural, j'ai acquis le 24e mois, donc j'ai plus un rond, si vous me passez l'expression, dans mon search fund, donc j'ai rien à lui rendre et j'ai rien à lui donner. Eh bien, le modèle n'est pas fait ainsi. Le modèle dit que l'investisseur qui ne vous suit pas, si vous faites une acquisition, donc si et seulement si vous faites une acquisition, eh bien, il a le droit, et vous avez l'obligation, de lui rembourser l'intégralité de sa souscription d'origine, mais pas seulement. Il a le droit également à ce qu'on appelle un step-up, c'est-à-dire un bonus, en quelque sorte, une plus-value sur un rendement, en quelque sorte, sur l'investissement qu'il a fait à l'origine à vos côtés. De sorte que, s'il a mis 30 000 euros, par exemple, dans votre search fund, eh bien, à la sortie, vous lui en devrez 45. Alors vous allez dire, mais c'est vachement contre-intuitif parce que le type ne prend pas le risque de m'accompagner sur le sujet et pour autant, je vais devoir le rémunérer d'un risque qu'il n'a pas pris. Eh bien, en fait, la communauté considère que cette approche est une approche qui permet de faire essaimer le modèle. Parce qu'un investisseur qui vous a suivi, vous, à la recherche, sa vocation, c'est d'aller suivre beaucoup d'autres searchers à la recherche. Et donc, si en ayant acquis, je peux financer dans le cadre de mes frais d'acquisition un montant qui va lui permettre, lui, de récupérer plus et donc d'aller investir plus sur plus de chercheurs, sur plus de searchers, eh bien, c'est quelque chose qui est de nature à entraîner un effet boule de neige et à être positif pour la totalité de la communauté. Voilà. Donc, quand un investisseur ne vous suit pas et que vous faites une acquisition, vous lui devez 150% de ce qu'il a investi. Quand un investisseur vous suit dans le véhicule d'acquisition, eh bien, de la même façon, vous lui devrez 150% de ce qu'il investit, mais là, ça va se faire selon des modalités un peu différentes. Vous n'aurez pas à lui rembourser en cash ce qu'il vous a originellement, ce à quoi il a originellement souscrit, mais simplement à transporter en fait ces titres avec une valeur affublée d'une valeur 150% dans le véhicule d'acquisition au travers duquel vous allez procéder à l'acquisition de la cible que vous aurez identifiée et finalisée. Merci Ariane.
Tu parlais juste avant justement du nombre de statistiques et du nombre de search funds qui s'étaient créés en France depuis 2008. Est-ce qu'on a déjà des partages d'écueils? Est-ce qu'on observe des bonnes pratiques, des écueils? Est-ce qu'on a aussi un peu de recul, alors soit au niveau français, soit au niveau européen, sur le taux d'échec du search fund? C'est-à-dire le repreneur, à l'issue des 24 mois, ne trouve pas de cible. Et qu'est-ce qui devient? Alors, je vais commencer par le taux d'échec. Mondialement, je crois ne pas dire de bêtises en disant que dans le dernier rapport de Stanford, oui, parce que je ne sais plus si je vous ai dit que le modèle était né aux États-Unis et a été formalisé pour la première fois à Stanford. Donc on le localise, on va dire, comme étant originaire de Stanford. Et tous les ans, donc il y a ce qu'on appelle le primer de Stanford. Donc allez-y si vous voulez pour compléter évidemment cette masterclass qui est très superficielle vu le temps qu'on a. Mais allez, si ça vous intéresse, lire le primer de Stanford. Il est complètement accessible en ligne et il est très accessible à lire, tout court. Et chaque année, Stanford publie les statistiques mondiales donc du search fund. Je crois qu'on est toujours à 26 ou 27% d'échecs à l'échelle mondiale. Après, on n'est pas venu là pour se déprimer, mais on est venu là pour se dire la vérité sans faire de mauvais jeu de mots, puisque c'est le thème du BIG de cette année. Donc la réalité, moi, que je constate en France depuis environ 12 mois, c'est que, bon, on le sait, le marché est super dur, super dur. On a eu pour l'instant, ces 12 derniers mois, sur de search fund pur, un taux d'échec supérieur à 25 ou 26 ou 27%. On est plutôt sur environ un tiers. Alors le taux d'échec, c'est que vous ne trouvez pas de boîte à reprendre. Hein. Enfin, je veux dire, au-delà de ça, il n'y a pas de dépôt de bilan, vous n'êtes pas engagé personnellement sur vos fonds. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de drame comme on en connaît par ailleurs beaucoup en ce moment sur des dirigeants qui se font débarquer, si vous me passez un peu la brutalité du propos. Mais toujours est-il qu'à la fin de la journée, vous n'avez rien, vous n'avez pas de France Travail, il faut vous remettre en selle après un épisode de recherche qui a été infructueux. Les écueils, moi je vais en relever deux principalement. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'organisations, hein, de sociétés qui se sont montées, pour l'instant pas en France, mais dans des pays limitrophes, et qui, je trouve, ont très bien tiré parti des écueils justement que le modèle manifeste, notamment en France, mais dans d'autres pays. Premier écueil, c'est l'âge. C'est pas évident. Vous pouvez être une tête super bien faite, c'est quand même très compliqué d'aller à 31 ans reprendre une PME industrielle auprès d'un cédant qui l'a peut-être hérité de ses parents, fondé, dans laquelle il a peut-être mis ses enfants. C'est quelqu'un qui est dans un deuil pas fait. Le deuil de devoir la laisser d'abord, le deuil de ne pas la laisser peut-être à ses descendants, le deuil peut-être de ne pas la laisser à ses salariés. Donc oui, évidemment, vous avez une vraie carte à jouer là-dessus, hein, la carte de l'héritier du cédant, l'héritier professionnel, mais vous voyez bien quand même que, évidemment, l'expérience est importante. À dessein, je vous ai pris l'exemple d'une PME industrielle, parce que c'est le secteur dans lequel il est le plus difficile de reprendre en France, en tout cas en tant que personne physique. Et vous voyez bien que si vous n'avez pas cadré à l'origine et que vous avez fait, je dis n'importe quoi, 5 ans de McKinsey, c'est génial, vous êtes un super cerveau et je ne dis pas du tout que vous êtes inopérant, mais imaginez le peu de crédibilité que vous avez auprès d'un cédant industriel. Et donc moi je trouve qu'on voit quand même beaucoup de profils de ce type-là, assez caricaturaux, mais au bon sens du terme, hein. Enfin je veux dire, c'est pas un jugement que je porte, c'est factuel, qui se cassent les dents, pour se le dire un peu vulgairement, parce que juste ça ne matche pas avec des cédants. Et particulièrement en industrie et en para-industrie, qui sont devenus, surtout en ce moment, des secteurs super compliqués à aborder. Ensuite, il y a un autre sujet qui est très corrélé à ce que je vous disais, qui est le sujet du cadrage. C'est-à-dire qu'originellement, en France, moi, quand j'ai commencé il y a 24 ans, clairement, quand vous étiez un repreneur personne physique qui voulait racheter une boîte et aller lever un emprunt bancaire, la banque ne vous prêtait pas si vous ne démontriez pas que vous n'étiez pas depuis 15 ans dans le secteur.
Voilà, donc vous vouliez racheter une boîte dans le retail, il fallait avoir fait 15 ans de retail. Vous vouliez racheter une boîte dans l'intrant laitier, il fallait avoir fait 15 ans d'intrant laitier. Okay, c'était totalement tunnelisé. Enfin, moi, en tout cas, très clairement, c'était comme ça il y a plus de 20 ans sur le marché français. Le marché, c'est fort heureusement ouvert et décloisonné. Mais on reste quand même dans une logique de risque, et ça, Anthony, tu pourras nous le dire avec ta casquette de BPI, mais on reste quand même dans une logique d'approche du risque qui vient évidemment calibrer le risque que vous représentez, vous, en tant qu'être humain, compte tenu de votre connaissance et de votre on va dire, capacité à vous adapter à un secteur de façon rapide, parce que la reprise, c'est rapide. Le process est long, beaucoup trop long pour vous, mais quand vous reprenez, vous êtes tout de suite dans le bain, et même si vous avez l'accompagnement d'un cédant, vous prenez tout de suite les manettes. Donc c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de cadrage, ça fait qu'on a aussi, je trouve, un taux d'échec qui est lié au fait que nos repreneurs vont chercher des cibles dans des secteurs dans lesquels, et je reviens à mon exemple industriel, il faut de l'expérience et de la crédibilité vis-à-vis du cédant, sinon vous ne faites pas la maille, comme on dit en pêche. Donc voilà, ça c'est à minima 2 écueils que je veux souligner. Encore une fois, on voit beaucoup de modèles très très inspirés du search fund qui justement se focalisent sur des profils beaucoup plus seniors, alors pas non plus 65 ans, mais on va dire plus seniors et beaucoup plus cadrés sur le plan de l'approche sectorielle. Et sincèrement, sans revenir évidemment aux extrêmes qu'on a pu vivre il y a 20 ans, je pense que c'est quand même un gros facteur clé de succès. Bon, pour reprendre la casquette risque que tu m'as tendue, ça va être la capacité aussi certainement du repreneur à pouvoir conserver des hommes et des femmes clés de cette entreprise. Tu as notamment évoqué le secteur industriel. C'est d'autant plus vrai dans ces secteurs-là où il y a tout un bagage technique qu'il faut pouvoir conserver. Et là, je parle pour convaincre les partenaires financiers, mais ça doit être tout aussi vrai pour les partenaires investisseurs. Absolument, tu as raison. Et bon, ce n'est pas le thème de cette masterclass, mais sur le facteur clé d'échec ou de succès du risque humain, voilà, sur les tailles de boîtes dont on parle, et là, on parle de boîtes, on va dire 5 millions ou plus, mais on pourrait se le dire de la même façon sur des boîtes 1 million de valeur d'entreprise ou 500 000 euros de valeur d'entreprise et plus. Voilà, le fait d'être en capacité d'assurer une succession managériale qui va, comme tu le dis, préserver les hommes clés, leur donner des perspectives, leur donner la capacité de se déployer, mais aussi, bien évidemment, à toute l'équipe, c'est un facteur colossal. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, un minimum d'expérience et on va dire d'adaptabilité en termes de personnalité, sachant que là encore, sans faire trop de caricatures, vous allez souvent succéder à des types de leadership qui sont assez paternalistes, assez traditionnels. Donc voilà, il y a un vrai enjeu sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire que... pardonnez-moi. Ça ne veut pas dire que jeune égale, on ne peut pas le faire. On a bouclé, nous, chez Spark, 14 acquisitions en search fund depuis 2008. Et il y en a qui fonctionnent super bien avec des gens qui étaient ultra jeunes au moment de l'acquisition. Hein. Donc, je ne veux pas tomber non plus dans l'extrême inverse. Mais en tout cas, ces 18-24 derniers mois, le marché a été assez sanglant. Et donc, c'est pour ça que je me dois de dire la vérité sur ces sujets-là. Merci. Tu évoquais aussi juste avant le marché italien et espagnol qui est on ne peut plus dynamique que le marché français. Est-ce qu'on est capable d'expliquer finalement le fait qu'en France on soit un peu plus frileux sur ce modèle-là? Est-ce que c'est le fait que finalement cette communauté de searchers que tu évoquais qui agit en rang serré concerne assez peu d'investisseurs français ou pas du tout? Alors oui, pour l'instant, comme on le disait, il y a un paysage français qui est peu structuré sur le plan de l'investisseur. C'est d'ailleurs moi le sens aussi que je donne à mes interventions quand j'en fais sur le sujet, parce que les searchers, ils s'évangélisent très bien entre eux. Le modèle prend énormément parce que beaucoup de gens s'y intéressent, il y a beaucoup de gens qui publient là-dessus. Et donc, en tant que chercheur, vous allez voir, c'est très simple d'aller obtenir plein de data et même d'aller contacter des gens qui en font, qui sont en recherche, qui envisagent de chercher et tout. Donc, si vous êtes motivé par ça, faites-le. Vous verrez, le contact est assez simple. En revanche, faire connaître le modèle côté investisseur et côté financeur, c'est plus touchy.
Et donc, voilà, moi, j'ai envie de dire que ma participation à la communauté, j'ai décidé de la poser plutôt là, parce que c'est là que ça me paraît le plus intéressant. Est-ce qu'on est plus frileux? C'est surtout que déjà, le modèle est arrivé plus tard chez nous. L'ISC, qui est l'école qui a accueilli le Search Fund en France, venu en Espagne, pardonnez-moi, venu des États-Unis, qui l'a fait essaimer, qui a fait que le nombre de searchers en Espagne a vraiment explosé ces 10 dernières années. A fait qu'il y a eu un engouement qui a ensuite retenti en France, mais ça a pris un temps certain. Bon. Et puis, d'autre part, je n'ai pas les statistiques espagnoles, même de 2024. J'aurais dû essayer de les obtenir sur le nombre d'acquisitions, mais il y a eu tout un temps en Espagne comme chez nous, où en fait il y avait énormément de chercheurs, mais pas encore énormément d'acquisitions bouclées. Et je ne serais pas surprise que, je pense qu'ils doivent déjà avoir plus de 50 searchers, dont certains, bien évidemment, ont acquis ou fini. Mais je ne serais pas surprise qu'ils n'aient pas fait un nombre d'acquisitions colossal. Il faudrait que je vérifie, mais voilà, ils en ont peut-être fait 25 ou 30, mais pas plus. Donc, sur 10 ans, ça reste aussi là, quand même, statistiquement assez confidentiel. Mais c'est vrai que le modèle est quand même beaucoup plus alerte chez eux. Nous, la frilosité, elle est... alors, elle n'est pas trop sur les financeurs. On arrive bien à lever les fonds bancaires. Mais c'est vrai qu'elle est... mettons, vous avez un super copain qui a plein d'argent et qui veut investir à vos côtés, qui vous dit « j'ai confiance en toi, je vais investir à tes côtés si tu reprends une boîte ». Et puis, vous lui présentez le modèle du Search Fund en lui disant « mais est-ce que tu sais qu'en fait, si je fais 35% de TRI, bon, ce qui est un très très gros TRI, hein, mais si je fais 35% de TRI, à la fin de la journée, j'aurai 25% de la boîte sans avoir mis un rond. » Il va peut-être dire attends, non, t'es gentil. Enfin, moi, j'investis à tes côtés, mais j'ai quand même l'intention que t'aies mouillé la chemise et que tu sois du coup skin in the game, comme disent les anglo-saxons. Donc, si tu t'es pas toi un peu mouillé sur le sujet, il n'y a pas de raison que moi je me mouille en totalité. Donc, c'est un modèle qui surprend par ses allocations capitalistiques, parce que vous comprenez bien que rien que d'avoir 8% gratuitement à la base, rien que parce que vous avez fait une acquisition, c'est quand même très exorbitant. Et donc, pour peu que vous soyez entouré d'investisseurs un peu, entre guillemets, traditionnels, ça peut être un modèle qui en effet déclenche de l'étonnement d'abord, et puis ensuite, si c'est de la frilosité, mais un peu d'opposition, quoi. Voilà. Merci. Bon, du coup, ça reste un modèle encore très confidentiel. Pour autant, le potentiel de marché est là, surtout vu la conjoncture macroéconomique et la conjoncture démographique de nos dirigeants, avec près d'un tiers des dirigeants qui ont plus de 60 ans et un peu plus de 40% qui veulent céder dans les 5 prochaines années. Donc, c'est un modèle qui a de l'avenir en France, malgré les écueils aussi que tu partageais. Si dans notre audience aujourd'hui, on a potentiellement de futurs searchers, en fait, pour terminer en 3 minutes, quels seraient les conseils que tu leur donnerais et par où commencer? Encore une fois, commencer par aller chercher des searchers sur le réseau, LinkedIn tout simplement. Vous verrez, il y en a. Ils sont toujours... Alors, ils sont très sollicités, surtout les premiers, mais ils sont toujours assez accueillants. Ils prennent le temps quand même de vous parler, d'échanger avec vous sur ce qu'ils ont vécu, sur le modèle, sur les plus, sur les moins. Donc c'est assez simple d'aller vite faire votre trou dans la communauté. Il faut mettre un peu d'énergie comme tout, mais les gens sont pas, c'est pas des annuaires cachés. C'est pas comme chercher un family office quand vous cherchez à financer une aventure. Là, c'est assez obvious et vous êtes face à des gens qui vont vous répondre. Alors pas tous évidemment, mais quand même souvent ils ont vraiment ce côté très très familial, communautaire. C'est vraiment une communauté, ce Search Fund. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comme je vous le disais, ensuite les searchers vont vous donner accès à quelques investisseurs et là, ça vaut le coup d'aller égrener certains. Voilà, d'aller tenir quelques échanges avec des investisseurs, même si en général, la plupart refusent de vous recevoir tant que vous n'avez pas rédigé vraiment votre projet d'investissement, votre thèse d'investissement. Mais bon, certains peuvent quand même échanger avec vous informellement. Je sais qu'il y en a plusieurs, en tout cas en France, qui le font régulièrement.
Et puis bien sûr, ensuite, aller voir un peu qui agit dans la communauté. Moi, je sais que j'ai peut-être 3 ou 4 messages LinkedIn par semaine de gens qui veulent se renseigner sur le modèle. Et évidemment, parfois avec un peu de latence, mais j'essaye de répondre à tout le monde et de dédier au moins 30-45 minutes pour échanger sur le modèle et que une forme de connaissance se fasse. Le modèle a de l'avenir, je pense. Modulo les écueils qu'on a vus ensemble et puis modulo un marché. Et, pour l'instant, moi je trouve que les chiffres démographiques ont toujours beaucoup menti. Je suis désolée de le dire, mais c'est également ma vérité du jour. On a beaucoup de cédants et nous on le voit parce qu'on fait une 30aine d'opérations par an pour vous donner un ordre d'idée. Et avant on était très acquéreurs, maintenant on est à peu près moite-moite acquéreurs et cédants. Et en fait on le voit, on a un tas de clients, mais passés 70 ans, qui ne sont pas du tout pressés de vendre leur boîte. En fait ils sont venus nous voir pour vendre leur boîte, mais je peux vous dire que il y a un truc qui foire dans la négo, ils vous disent ouais non mais c'est bon Ariane, je suis pas pressée, de toute façon, vous inquiétez pas, je suis pas pressée. Tu as 72 ans, je pensais que c'était quand même bon. Donc mollo sur les chiffres de la démographie, pardon, mais moi quand j'ai commencé à bosser, on m'a dit ça aussi. On m'a dit tu vas voir, ça va être super, en plus en dehors du fait que ça te passionne, il va y avoir un boom. Bon, j'ai toujours eu plein de boulot depuis 24 ans et j'en suis ravie. Mais honnêtement, je n'ai pas vu le boom, je vous dis sincèrement. Et le marché, il est toujours resté pro-cédant. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu beaucoup plus de repreneurs que de cédants. Donc là, on nous annonce un énième retournement. Je nous souhaite à tous, vous comme moi, qu'il intervienne. Bon, mais là encore, au rayon des vérités, moi j'émets des caveats. Mais je me tais parce que je vois que 4 minutes 50 pour vous laisser poser des questions. Merci beaucoup Ariane. On va en effet laisser la parole au public si jamais vous avez des questions. Est-ce qu'il y a une première question qui se manifeste? Oui. Bonjour, Morgane Rolando. Moi, je suis en recherche et je me demandais, en parlant de démographie, vous disiez que ça s'adressait à plutôt des jeunes masculins entre 30 et 40 ans. Est-ce que c'est vraiment une donnée qu'on observe? Ou est-ce que c'est en fonction du feeling avec les repreneurs et les entrepreneurs? Non, ça s'ouvre. Alors c'est vrai que je dis toujours repreneur, mais bon, mettons un E au bout s'il faut. Non, bien sûr, femmes welcome, bien sûr, ladies welcome. Alors bon, après, on va pas se mentir non plus là-dessus. Le paysage des cédants, vous croiserez pas beaucoup de femmes. Donc moi, les quelques femmes repreneurs que j'ai accompagnées depuis 23 ans, elles se comptent sur les doigts d'une main. Donc il faut quand même. Après, je ne suis pas la statistique nationale, mais je le dis quand même. Et s'agissant du modèle, ouais, ça s'est vachement assoupli et j'en suis ravie. Je vois plein d'investisseurs qui considèrent maintenant des searchers d'un âge beaucoup plus avancé, au très bon sens du terme. Donc non, si le projet vous intéresse, vraiment, allez-y. Et sur la reprise par les femmes, on a un écho justement sur Big un peu plus tard dans l'après-midi qui partage justement les bonnes pratiques et des belles histoires de femmes repreneurs. On parlera. On vous en parle on vous en parle à la fin. Oui. Je crois qu'il y avait encore 2 questions. Oui, je me posais la question des accompagnants des investisseurs et de me demander si à un moment donné il y a une structuration aussi, un France Search Fund qui pourrait exister pour accompagner des investisseurs qui sont peut-être seuls, ils ont peut-être des family office, mais finalement, ou peut-être des accompagnants également qui ne connaissent pas ce modèle. Comment on va le vulgariser? Ouais, c'est une très bonne question. Il y a du boulot, ils sont en train de sacrément s'activer là. Il y a 2 fonds de fonds, alors les investisseurs de Search Fund, il y a 2 fonds de fonds qui se sont créés cette année. Et à partir du moment où on va avoir des leaders de ce type, ils vont mener à bien exactement une évangélisation et ils vont recruter du coup un certain nombre d'investisseurs complémentaires. Donc je pense qu'honnêtement, si on se revoit dans 2 ans sur le même thème ou presque, on aura une vision très différente du marché. Donc c'est en cours, c'est lancé, mais ça va être encore un peu long. Bonjour, Fabienne Saugier. J'espère ne pas répéter une question parce que c'est vrai qu'on s'entend très mal. Je suis un peu surprise. Alors, j'ai bien noté là, sur les États-Unis, en fait, qui ont créé le modèle, qu'on était sur des gens très jeunes. Mais il m'a semblé,
déjà eu des contacts avec des search funds assez avancés. Il m'a semblé qu'ils essayaient quand même de senioriser pas mal parce que ça réduisait le risque en fait à tous les niveaux. Donc, et notamment même à la fois dans le post-acquisition, mais aussi en pré-acquisition pour discuter de façon plus simple et avec des cédants et le cas échéant, je ne sais pas si c'est le cas pour un search fund, avec des banques. S'il faut aussi lever de la dette complémentaire ou je ne sais quoi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Moi j'ai l'impression que ça se seniorise, ce qui honnêtement m'arrange bien, n'ayant plus 31 ans. Non, mais complètement d'accord avec vous, et c'est ce que je disais à madame, ouais, ça s'est énormément flexibilisé. Et c'est vrai que le marché maintenant s'ouvre beaucoup plus sur le search fund traditionnel, hein, parce qu'en fait, comme je vous le disais, vous avez en limitrophe des institutions, si je puis dire, qui se sont très largement inspirées du modèle du search fund, mais qui, elles, ont des programmes, on va dire, d'incubation et de développement, qui, elles, sont en recherche de profils plus matures, justement, et à raison, à mon avis, et elles méritent énormément de soutien, précisément parce que c'est un facteur de succès et un facteur de dérisque qui est extrêmement fort, comme vous le dites très justement, tant en pré-acquisition que surtout, presque, j'ai envie de dire, en post-acquisition. Alors, ce sera la dernière question, il nous reste quelques secondes. Allez-y. Non, simplement, on s'est dit qu'il n'y avait pas d'investissement en fonds propres de la part des searchers. Une fois la reprise faite, comment s'articule la gouvernance entre les searchers et les investisseurs ? Ouais, très bonne question. Donc sur le plan capitalistique, le searcher il va être en pouvoir quasi zéro, puisque alors sauf évidemment à ce qu'il est quand même investi. C'est-à-dire que le modèle ne requiert pas qu'il investisse, mais vous pouvez dire moi j'ai envie de mettre 500 000 euros, hein, donc ou 100 ou 200, enfin voilà. Et donc la gouvernance, alors l'équilibre actionnarial, vous êtes clairement un minoritaire qui n'a aucun pouvoir politique. Mais j'ai envie de dire c'est pas l'enjeu pour vous. Et en revanche, en termes de gouvernance, vous êtes bien le représentant légal, hein, le CEO de la boîte, donc le mandataire social au CABIS, et vous êtes entouré, pardonnez-moi, comme classiquement, lorsqu'il y a une reprise avec un investisseur, d'un board auquel vous soumettez un certain nombre de décisions structurantes. Donc là, pour le coup, on retombe modulo quelques détails dans l'épure de ce qui se fait tout à fait classiquement. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous propose, pour ceux qui sont intéressés, qu'on poursuive l'échange à la sortie de la masterclass. Un grand merci et puis à très bientôt. Merci à tous.